Nous sommes avec Ludovic Herschlikowitz, qui est le fondateur de retraite.com. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié une étude qui a fait beaucoup de bruit, enfin pas mal de bruit ces temps-ci, qui s'appelle Combien cela coûte d'être vieux en France? Et on va un petit peu parcourir quelques résultats, comment l'étude a été faite, etc. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, puis présenter retraite.com? Alors, je suis donc Ludovic Herschlikowitz, le fondateur de retraite.com que j'ai lancé il y a un peu plus de 3 ans, qui est un service 100% indépendant qui s'adresse à la fois aux pré-retraités, aux personnes qui veulent préparer leur retraite. Et donc là, on apporte des solutions à la fois d'information autour de la retraite et des solutions d'épargne retraite et un calcul et un simulateur de retraite pour aider un petit peu l'ensemble des Français à avoir une visibilité un peu plus claire en 3 minutes, de dire, voilà, aujourd'hui, par rapport à mon âge et mon statut, quelle sera ma retraite et quelles sont les solutions d'épargne retraite qui me permettront de compenser ma perte de revenus. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, on est en train de développer, notamment dans le cadre de cette étude, un maximum d'informations et de services autour du bien vieillir et des personnes qui, là, pour le coup, ont plus de 65 ans pour les aider à bien vieillir à domicile, et notamment avec Silver Alliance sur lesquels on a fait cette étude. D'accord. Alors, avant d'aborder ce qui m'intéresse aussi, c'est les pistes de solutions pour compléter ces revenus. Euh, les principaux enseignements de votre étude. Enfin, déjà, comment a été faite votre étude? Alors, c'est une étude qu'on a fait, comme j'expliquais, avec Silver Alliance, qui est un petit peu le Sky Team des services de la Silver Economy, qui regroupe de nombreuses marques telles que O2, Audica, les Seigneurial, Ernesti. En fait, l'idée, c'est de prendre un prestataire et de choisir un prestataire pour chacune des catégories sur lesquelles les seniors vont être confrontés. Donc, c'est quelque chose d'assez collégial, puisque l'ensemble des membres choisissent par rapport au panel qui va être accepté ou pas accepté. Donc, c'est vraiment une entente comme collégial, et c'est vraiment un sky team de la Silver Economy. Donc, c'est une étude qu'on a fait avec Silver Alliance et qu'on n'aurait pas pu faire sans Silver Alliance, puisqu'aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment d'apporter une visibilité la plus transparente possible et la plus proche du marché aux seniors et aux personnes qui sont amenées à être en dépendance et en difficulté au niveau de leur santé de 65 à 85, 90, 95 ans. Et l'idée, c'était de travailler avec chacune de ces marques pour avoir une idée des tarifs et une idée du bien vieillir tout au long de sa vie de retraité. D'accord. Donc là, on parle des personnes âgées qui veulent vieillir à domicile. On ne parle pas de côté EHPAD. On parle. Absolument. Alors, l'idée, c'est de dire combien ça coûte d'être vieux à domicile. Aujourd'hui, on sait que le coût d'un EHPAD est assez élevé, et surtout plus de 90% aujourd'hui des seniors souhaitent vieillir à domicile, ce qui est assez légitime, sauf que vieillir à domicile, ça a d'une part un coût et une implication à la fois pour le senior et les aidants qui vont venir accompagner cette personne âgée. Alors, ça peut être une personne qui est effectivement employée, ou ça peut être des enfants ou petits-enfants de personnes âgées, c'est souvent le cas. Et donc, c'est souvent des personnes qui sont confrontées quasiment du jour au lendemain à une difficulté d'aider un parent. Et l'idée, c'était vraiment de les aiguiller à la fois sur les solutions et les coûts, puisque les coûts vont grandissant en fonction de l'âge et de la dépendance. Effectivement, à 65 ans, en très bonne santé, on n'aura certainement pas besoin de cette étude, mais ça permet malgré tout d'avoir une visibilité. À 85 ans, quand on a une maladie, que ce soit Alzheimer ou une difficulté de dépendance, l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliquer qu'on peut toujours vieillir à domicile en fonction, bien sûr, de la dépendance, et surtout quels sont les services dont on va avoir besoin tôt ou tard, et quel est le coût de ces services associés si on gagne 800 euros par mois, enfin 800 euros de retraite, 1000 euros de retraite ou 3000 euros de retraite, puisqu'on n'aura pas forcément le même service, mais l'idée, c'est de connaître à la fois les services de base, les services classiques et les services premium pour chacun de ces services proposés. Et on voulait vraiment donner aux Français une cartographie la plus proche possible de la réalité, à la fois des services et des coûts. D'accord. Donc, il y a un chiffre qui est sorti, enfin, plusieurs chiffres, notamment un chiffre qui est sorti de 1043 euros sur 30 ans pour vieillir dignement à domicile. Alors, il y a beaucoup de questions qui viennent dans mon esprit. Ce 1043 euros, qu'est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend déjà, par exemple, le loyer ou le logement, ou c'est… Alors, c'est vraiment une étude qu'on a fait hors frais récurrents. C'est-à-dire qu'on a retiré à la fois le loyer, l'alimentation, en tout cas l'alimentation au quotidien, et tout ce qui est service EDF, GDF, on va dire les charges fixes. On a vraiment voulu se concentrer sur le coût du vieillissement et pas le coût de la vie d'un senior. D'accord. Aujourd'hui,
pour plusieurs raisons. C'est un, c'était très compliqué de comparer une personne qui est locataire ou propriétaire. Et vous habitez à Paris, vous n'allez pas avoir le même coût que si vous habitez à Lille, à Marseille ou à Cholet. Donc, on a vraiment voulu exclure cet élément qui est totalement indépendant et d'autre part qui, aujourd'hui, est un peu particulier sur des seniors qui, quasiment, sont une population qui, aux 2 tiers, sont propriétaires. Donc aujourd'hui, rendre ces éléments en intégrant en plus le coût du loyer et autres, ça biaisait l'étude. On a voulu vraiment se concentrer sur le coût du vieillissement et pas sur les coûts de vivre. Voilà, qu'on soit dans un appartement ou une maison, quand on doit prendre une garde de nuit ou un service à domicile, qu'on soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, ce coût, il est inhérent. En revanche, on n'a pas voulu rentrer dans les coûts au quotidien. D'accord. Donc, ce 1043 euros, juste pour vous répondre, c'est effectivement une moyenne. Donc, effectivement, si vous avez 65 ans, ça ne va pas être le coût que si vous en avez 95. Et c'est une moyenne sur 25 ans de tous les services qu'on a pu prendre dans notre étude. C'est une moyenne des 9 profils qu'on a pris. On avait 3 profils pour les 65 ans, 3 profils pour les 75 ans, 3 profils pour les 85 ans et ce 1043 est une moyenne de ces 9 profils. Donc, ça reste une moyenne très, très générale sur 25 ans et c'est le coût moyen sur 25 ans que vous avez dépensé. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, c'est moins vers 65 ans et c'est plus vers 85 ans. C'est en fait plus exactement. On est plutôt dans les 250 euros vers 65 ans et plutôt vers les 1800 euros vers 85 ans. Voilà. Qui est toujours à ajuster, bien évidemment, en fonction du niveau de revenu et des services associés à chacun de la qualité de service de chacune de ces prestations. Ensuite, le terme, l'adjectif dignement. Qu'est-ce qu'on entend par dignement dans votre étude? Alors, dignement, c'est qu'aujourd'hui, on oublie souvent beaucoup de services qu'on veut mettre un petit peu sous le tapis. C'est un petit peu le problème de la retraite. C'est que la retraite, vous demandez à beaucoup de personnes dans quelle sera ta retraite. Beaucoup de personnes vous disent un peu la même chose, c'est je n'en sais rien et j'aurai rien. C'est un peu faux, c'est-à-dire que c'est important de savoir quelle sera notre retraite et c'est souvent une étude qu'on met sous le tapis, c'est-à-dire qu'il y a des éléments sur lesquels on ne veut pas forcément être confronté. La retraite en est une, le vieillissement en est un autre. Et je vais prendre un exemple très concret, c'est clairement tout ce qui est fuite urinaire et tout ce qui va être couche ou autre, c'est un élément concret. Arrivé à 80-85 ans, il y a malheureusement des problèmes d'incontinence et c'est un exemple très concret et très cru, mais qui montre que vivre dignement, c'est aussi avoir une hygiène, entre guillemets, de couche et d'accompagnement. Et quand on parle de vivre dignement, c'est bien évidemment au niveau de l'incontinence, parce que c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très compliqué, mais ça va également sur vivre dignement, c'est avoir une personne qui peut venir faire le ménage chez vous 2 heures par semaine, ou 8 heures si vous avez une très bonne retraite, mais c'est trouver surtout les services minimums qui vous permettent de vivre dignement, c'est avec le mieux possible, entre guillemets. Le mot dignement est à la fois important et donne toute sa valeur, puisque être senior ou vieux ou dépendant, c'est très compliqué. Donc la dignité est importante et on a voulu justement, en prenant un maximum de services, et je prenais l'exemple de l'incontinence, mais il y en a d'autres, hein, ça va du service de nuit, des livraisons de repas, des services auditifs, d'avoir une bonne mutuelle pour être couvert. C'est pas être senior ou vieillir en étant dégradé à la fois dans sa vie et dans son entourage, mais le côté social est très important. Et on a voulu jouer également sur ce côté social. On a notamment pris dans l'étude certains services qui étaient gratuits ou quasi gratuits, mais qui étaient importants, notamment dans le côté je suis senior, j'ai une diminution de mes capacités physiques, mais souvent des personnes ont une diminution physique et gardent toute leur tête. Et elles gardent toute leur tête parce qu'elles ont un réseau social, parce qu'elles sont toujours accompagnées et parce qu'il y a cet environnement social qui est très important. Et avec Silver Alliance qui vraiment fait tout pour que la vieillesse ne soit pas une pénalité, mais qu'au contraire, même à 80, même à 85 ans, on peut encore faire beaucoup de choses. Et on peut continuer à apprendre, on peut continuer à apprendre à faire du piano, on peut faire des sauts en parachute. Voilà, la vieillesse n'est pas une fatalité en soi. Vivre vieux, c'est aussi vivre dignement et vivre encore avec beaucoup de rêves, à la fois personnels et familiaux. Alors, par rapport à l'étude, puis par rapport à votre expérience, actuellement, sur 100 personnes, combien vivent, d'après votre définition, dignement? Actuellement, je parle des retraités. Non, c'est très compliqué. J'en ai très sincèrement aucune idée. Alors, on peut donner des stats, hein, mais après, tout à chacun de savoir dans son environnement, est-ce que ses parents vivent dignement ou pas. Il n'y a que les personnes âgées ou entre communs ou les aidants. Donc, vous donnez un chiffre, je pourrais vous dire 60-70%. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de stats. En tout cas, moi, je n'ai pas de stats réelles sur comment vivent dignement les personnes âgées. Et c'est très variable. Et parler de vivre dignement, c'est à la fois
être en mesure de vivre dignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les retraités n'ont pas tous une retraite qui leur permette de vivre dignement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup de chance. On peut vivre dignement parce qu'aujourd'hui, on est très accompagné. Donc, je n'ai pas le chiffre de l'accompagnement réel de vivre dignement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, à la fois des aides nationales ou locales, à la fois dans les mairies, dans les départements ou d'un point de vue national, permettent de vivre dignement. Et je pense qu'on oublie très souvent que la France est aussi un pays où on a énormément de droits sociaux. Et aujourd'hui, tout le monde ne profite pas de ces droits parce qu'on n'est pas forcément en mesure de les connaître. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a très peu de personnes âgées qui sont sur le carreau et qui vivent très, très peu dignement. C'est-à-dire qu'après, on peut se laisser aller ou ne pas être accompagné par des personnes parce que être âgé, c'est aussi compliqué parce qu'on est confronté à beaucoup d'éléments administratifs, Internet. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup de choses et vivre peu dignement, c'est quand on n'a pas accès peut-être à l'information. Et on parle aujourd'hui beaucoup d'électronisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'Internet, aux services, on va dire, électroniques qui permettent aujourd'hui de faire cette mutation Internet et qui permettent aussi d'être accompagnés à la fois socialement, mais aussi par la mairie, par la ville ou par les départements. Alors, je vais poser ma question, pas forcément la même, mais sur un axe différent. Sur les 1043 euros, en moyenne, de combien ce chiffre est réduit par les aides que l'on peut avoir en France? Alors, une fois encore, nous, on a pris dans notre étude un maximum de remboursement. Je vais peut-être prendre deux exemples. Donc, en fait, les remboursements sont déjà… C'est vrai, donc c'était ma question. Les remboursements sont déjà intégrés dans l'étude quand on a pu les faire. Alors, on a pris deux types de remboursements. Donc, en fait, c'est une sorte de reste à charge Exactement. Pour vieillir dignement. Exactement. Alors, c'est ce reste à charge sur un certain nombre d'aides. Une fois encore, on n'a pas pris des aides locales, départementales. On est parti sur trois types de remboursement. Le premier, c'est la mutuelle. C'est-à-dire qu'on a calculé en fonction des frais de santé qu'on a intégrés quels allaient être les remboursements par mutuelle. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que les personnes qui ont une petite retraite sont obligées de prendre une petite mutuelle, mais inversement, vont avoir des petits remboursements. Et parfois, c'est assez… c'est un peu particulier puisque des personnes qui ont une petite retraite vont finalement être moins bien remboursées qu'une personne qui vont bien vivre. Prenons l'exemple peut-être de l'appareil auditif, en tout cas jusqu'à 2020, parce que là, ça va évoluer. Mais aujourd'hui, une personne qui avait une petite retraite était obligée de prendre une petite mutuelle, était très mal remboursée sur l'appareil auditif. Versus une personne qui avait une bonne retraite pouvait prendre une mutuelle et elle être remboursée totalement à la fois sur un appareil de base et sur un appareil haut de gamme. Et là où justement l'accompagnement de l'État et de toutes les aides sociales, et c'est là où on mesure un petit peu la chance d'habiter en France, la loi santé qui vient de passer au 1er janvier 2021 va permettre, permet même depuis le 1er janvier, d'être remboursé à 100% pour les aides auditives, chose qu'il n'y avait pas en 2020. Donc, c'est un des exemples. On a pris en compte ces remboursements. L'autre exemple qu'on a pris en compte, c'est l'aide sociale. J'ai une petite retraite, entre guillemets. J'ai aujourd'hui une salle de bain qui est dangereuse parce que je ne peux pas facilement rentrer dans mon bain. Voilà le problème notamment de la salle de bain. Et du vivre dignement, c'est aussi vivre et d'avoir une hygiène régulière. Donc aujourd'hui, si j'ai une salle de bain qui n'est pas adaptée parce que je risque de tomber, et là on sait que le risque est fort d'accidentologie, on a pris en compte l'aide sociale de 5 000 euros qui permet aux personnes avec un petit revenu d'être remboursées. Troisième élément qu'on a pris en compte, ce sont essentiellement les remboursements de crédit d'impôt. Clairement, aujourd'hui, vous prenez une garde de nuit, vous avez 50% de crédit d'impôt. Vous prenez une femme de ménage ou une aide à domicile, vous avez 50% de crédit d'impôt. Donc, on a essayé de tenir compte de ces trois principales aides qui sont Action Logement, crédit d'impôt et les remboursements de mutuelles. Ce sont des aides ou de l'accompagnement, mais on a tenté en tout cas de prendre en compte ces trois éléments. Bien évidemment, en fonction de chacun des profils des seniors, ils pourront avoir des aides supplémentaires, mais on a voulu en tout cas prendre en compte un minimum d'aides là-dessus. Effectivement, on parle plus de reste à charge que de… reste à charge pour vieillir dignement à domicile. Voilà. Et ça paraît à la fois cher de dire, voilà, 1 000 euros, ça paraît cher en reste à charge, et finalement, pour vivre dignement à domicile versus un EHPAD, 1 000 euros, vous n'avez pas grand-chose. Globalement, un EHPAD, c'est plutôt entre 2 et 3 500 euros. Alors, effectivement, ça inclut le logement et des services un peu plus complémentaires, mais vous n'êtes pas chez vous. Et le bien vivre à domicile, c'est assez important. Et on sait à quel point, plus on vieillit, plus on attache de crédit et d'importance à notre environnement.
Et le fait d'être chez soi, c'est important aussi pour garder le moral, pour garder la famille, pour garder un environnement. On est en période de Covid et c'est très particulier, mais dans l'absolu, le bien vieillir, c'est aussi bien vieillir en famille et avoir une vie sociale et familiale importante. Et ça passe aussi par le fait de continuer à vivre chez soi. Bon, ça reste quand même très cher pour celui qui est pour les petites retraites. Enfin, tous ceux qui sont en dessous de la retraite médiane, ça reste cher. Ça reste cher en sachant qu'une fois encore, c'est une moyenne. Et si je prends les exemples un petit peu extrêmes, c'est une moyenne qui est plutôt de 580 € pour les 65 ans et plutôt de 1836 pour les plus de 65 ans. Et une fois encore, c'est à prendre selon les services. C'est-à-dire que 1836, c'est pour des services un petit peu haut de gamme, moyenne. Si on va sur les services de base, voilà, on peut avoir moins cher. D'accord. On peut prendre l'exemple d'un des profils. Oui, on peut prendre un exemple très concret. Si vous voulez, en fait, et puis qu'on comprenne bien par comparaison, par imagination, ce que ça peut donner. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous donne l'ensemble des services? Alors, je pense que ça va être un peu exhaustif. Non, mais dans les grandes masses, même, je ne cherche pas la virgule, je cherche pas aux 43,3 € près, mais dans les grandes masses. Je vais peut-être vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, si on prend la différence entre 65 et 85 ans, globalement à 65 ans, bah, vous avez quelques besoins qui sont plutôt aux alentours. C'est plutôt la mutuelle qui va tirer le coût du bien vieillir, puisque la majorité des frais seront remboursés. Vous arrivez vers 85 ans, ça va plutôt être les gardes de nuit, ça va plutôt être l'aide à domicile, voilà, qui vont tirer quand même très fortement. La garde de nuit et l'aide à domicile vont être les principales charges, hein, parce que quand vous êtes très très dépendant, vous avez besoin d'une personne quasiment tous les jours, à la fois pour faire votre toilette intime, pour avoir une personne de nuit si vous avez une maladie grave type Alzheimer, hein, clairement aujourd'hui, on peut difficilement laisser une personne toute seule la nuit. Et puis une fois encore, ce sont des tarifs qu'on met de 1 000 € en moyenne par mois, mais c'est par personne. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, ces frais sont mutualisés. Et là, on arrive quand même sur des frais qui sont beaucoup moins chers qu'un EHPAD. Mais globalement, c'est plutôt la mutuelle qui va tirer le tarif vers 65 ans et les transports, puisqu'on a intégré aussi des frais de transport. Et aujourd'hui, être senior, c'est aussi continuer à se déplacer, avoir une vie sociale et morale. Plus on va avancer dans l'âge et moins on va se déplacer, moins on va aller voir ses petits-enfants qui sont à Marseille quand on habite à Paris ou autre, donc plus on va devenir sédentaire et plus le coût va être important par la sédentarité. D'accord. Pour donner un peu les grandes lignes. Le coût moyen de 1 043 €, il est de combien pour une personne qui a pratiquement 85 ans? Alors, il va de 950 € à peu près pour les services de base à un peu plus de 2 700 € pour les services très haut de gamme. Donc, on est plutôt dans les 1 800 € pour une personne de 85 ans et on intègre dans ces coûts à la fois la mutuelle, les frais de garde 5 jours par semaine, la garde de nuit 5 jours par semaine, les livraisons de repas à domicile, les produits d'incontinence, la téléassistance, l'aide de courtoisie ou les clubs aussi, entre guillemets, pour garder aussi une activité morale, la prévoyance, le matériel médical pour se déplacer, peut-être que les fauteuils roulants ou les béquilles. Donc vraiment, là, pour le coup, à 85 ans, on a quasiment tous les services et 25 services qui vont être appliqués. Là où à 65 ans, on va avoir 4 ou 5 services. Ce qui veut dire que moi, si on conclut que tant qu'on n'est pas trop dépendant, le coût à domicile est moins cher que d'aller en EHPAD. Oui, mais je pense que même à 85 ans… Il y a quand même le logement à payer. Il y a quand même le logement à payer. Mais si vous allez dans un EHPAD, globalement, une fois encore, les EHPAD, il y a des études assez larges et l'EHPAD va dépendre à la fois de la ville où vous êtes. Si vous êtes à Paris 7e, ça ne va pas être le même prix que si vous êtes en Indre-et-Loire, à Argenton-sur-Creuse. Enfin, je prends 2 exemples un petit peu extrêmes, mais il y a à la fois le coût du logement lui-même et puis l'infrastructure. Après, une fois encore, c'est vraiment à tout à chacun et des personnes sont très heureuses en EHPAD parce qu'elles vont s'épanouir, elles vont avoir une deuxième vie, de rencontrer d'autres personnes et il va y avoir un côté sociable pour les personnes qui n'ont pas forcément de famille et puis d'autres qui vont vouloir rester chez eux parce que rester chez eux, c'est aussi important. Ils ont leur marque, ils ont leur vie, ils ont leur environnement, ils ont leur famille pas loin. Et une fois encore, j'ai pas moi de solution pour dire il vaut mieux aller en EHPAD ou rester chez soi. On a fait une étude puisque plus de 90% des Français et des seniors veulent rester chez eux. Donc, rester chez eux, ça a un coût. On a essayé de leur donner, par rapport à ce coût de rester chez eux, quel serait le coût moyen, en sachant que ce coût, on a essayé de le faire avec un maximum de leaders du marché pour être le plus proche de la réalité. Si on parle maintenant de votre métier, des solutions. Oui.
Alors là, pareil, beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut lister différentes pistes de solutions pour compléter ses revenus et vivre plus dignement Alors oui, alors c'est une étude qu'on est en train de faire. Ça va être la deuxième phase de l'étude, puisque la première phase de l'étude, c'est une étude qu'on va faire en 3 parties. La première partie de l'étude, c'était combien ça coûte d'être vieux. Voilà, pour être très, très, très concret, où là, on a effectivement fait ce panorama de plus de 25 services et calculé combien ça coûte pour ces 25 services de vivre dignement chez soi. La deuxième étude va être plutôt comment est-ce que je peux gagner plus de pouvoir d'achat et quelle est la retraite réelle des retraités. Donc ça, je vous tiendrai informé, mais d'ici 2 mois, normalement, on aura cette étude qui sera finalisée, puisqu'aujourd'hui, on va dire que les retraités d'aujourd'hui, et ce n'est pas du tout péjoratif, sont quasiment des retraités dorés. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a une bonne retraite, mais les retraités d'aujourd'hui gagnent plus que les retraités d'hier et gagneront plus que les retraités de demain. Pour 2 raisons très simples. C'est des gens qui, pour la globalité, ont fait des carrières quasiment dans une seule boîte. Donc, il n'y a pas eu forcément de multi-jobs dans leur vie. Donc, ils ont une carrière quasiment linéaire. Ils ont pu partir à la retraite un petit peu plus tôt et bénéficier de pas mal d'avantages quand ils ont commencé à travailler plutôt jeunes. Et puis surtout, ils ont bénéficié de beaucoup d'augmentation à la fois de la bourse. Ils étaient quasiment tous propriétaires et on va dire à la fois les marchés financiers et le marché immobilier a explosé ces 15 dernières années. Et pour majorité, ce sont des propriétaires. Aujourd'hui, si vous comme moi, on veut acheter un logement sur le prix d'aujourd'hui versus il y a 30 ans, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Donc, c'est des gens qui, malgré tout, sont propriétaires, souvent d'une résidence principale et souvent également de résidence secondaire. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de seniors qui ont des sources de revenus qui sont autres que la retraite en elle-même. Et c'est justement ce qu'on va tenter de faire sur cette deuxième étude. C'est quelle est la pondération de votre retraite? Quelle est la pondération des autres sources de revenus? Est-ce que vous travaillez encore? Parce que, inversement, beaucoup de retraités sont encore obligés de travailler. Alors certains d'un point de vue financier, d'autres parce qu'ils veulent garder une capacité intellectuelle et parce que le travail, c'est la santé aussi. Hein, ça permet aussi d'avoir une vie sociale. D'autres sont accompagnés par de la famille, d'autres vont avoir des revenus financiers, d'autres vont faire de la location de à la fois de leur voiture, de leur logement via des Airbnb ou autres. Donc ce qu'on veut, c'est estimer aujourd'hui quand on a une retraite X, quelle est cette retraite et quels vont être les compléments de retraite pour avoir ce pouvoir d'achat. Et la troisième partie, ça va être maintenant qu'on sait combien ça coûte d'être senior, comment on connaît à peu près votre pouvoir d'achat, comment gagner en pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, il existe pléthore de solutions pour qu'une personne qui a une petite retraite puisse gagner un peu mieux en pouvoir d'achat par plein d'éléments, à la fois le travail, de la collaboration, des achats groupés. Voilà. Donc, on va essayer d'apporter sur la troisième étude les solutions pour permettre aux seniors de vivre un peu mieux et de gagner un peu plus en pouvoir d'achat. D'accord. Avec Silver Alliance, c'est une étude qu'on veut vraiment, ces 3 études, on veut les faire en collaboration parce qu'on estime qu'on a vraiment une complémentarité forte sur à la fois les marques de l'Alliance, la marque retraite.com, notre expertise à faire des études et notre capacité à pouvoir transmettre ça à la fois à nos membres et aux médias. D'accord. Avec votre expertise sur retraite.com, est-ce qu'il y a un âge ou est-ce qu'il y a un âge où c'est trop tard en fait pour préparer sa retraite pour compléter et espérer vivre dignement ou plus dignement? Est-ce que j'imagine qu'il y a toute une partie qui se prépare. Oui. Et on parle de plus en plus jeune. Est-ce qu'il y a un moment où la préparation elle est un peu tard, un peu trop tardive? Alors, je dirais qu'il y a 2 éléments. Alors, pour préparer sa retraite, je vais prendre peut-être deux exemples. Pour préparer sa retraite d'un point de vue financier, là, je vais prendre le côté finance de retraite.com. Il est souvent trop tard. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait commencer à préparer sa retraite financière vers 40 ans. Ça serait l'idéal. La réalité que moi, j'en vois sur le site retraite.com et sur l'ensemble de nos membres, on commence à avoir quand même pas mal de membres et de trafic aujourd'hui, c'est que la majorité des gens viennent plutôt vers 50, 55 ans, voire un peu plus. Et là, effectivement, il est trop tard pour préparer sa retraite et de se préparer une retraite complémentaire. Inversement, je pense que cette réalité n'est pas vraie pour les seniors. C'est-à-dire qu'on ne s'y prend jamais trop tard puisqu'aujourd'hui, on a des solutions. Ce qui est certain, c'est que c'est toujours compliqué de se projeter en disant je vais vieillir, je vais marcher moins bien, je vais être dépendant. Mais aujourd'hui, si on commence à avoir une dépendance, on a malgré tout des solutions. Et il n'est jamais trop tard pour préparer le fait de bien vieillir. Il est parfois trop tard le fait de préparer sa retraite parce qu'à 55, 56 ans, on a 15 ans d'épargne qu'on a laissé passer. Je ne suis pas d'accord et je pense que cette réalité n'est pas vraie quand on a 70, 75 ans.
Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où il y a beaucoup de solutions qui n'étaient pas encore vraies il y a 10 ans. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des solutions de visio-assistance, vous avez la possibilité de mettre des aides pour que les aidants aient des alertes. Vous pouvez avoir un bracelet qui vous permet d'alerter vos proches si vous tombez. Voilà. Et aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui n'étaient pas encore disponibles il y a 10 ans et toute la nouvelle économie est en train de faire beaucoup d'innovations sur le bien vieillir, à la fois la santé, et on voit bien ne serait-ce que d'avoir réussi à faire un vaccin en moins d'1 an, c'était quelque chose d'inimaginable. Hein. On regarde pour le sida, il a fallu plus de 20 ans. En moins d'1 an, on a trouvé des solutions, et sans dire que cette réalité est vraie pour le bien vieillir, on n'en est quand même pas très loin. Aujourd'hui, on a énormément de solutions qui se mettent en place, et je prends un exemple peut-être d'objets connectés. Il y a encore 5 ans, on n'avait pas forcément de lunettes connectées qui permettaient de savoir qu'on tombe ou de bracelets connectés. Et aujourd'hui, ce sont quand même des solutions qui permettent d'alerter des proches. De la même manière, il y a énormément de solutions sur du bien vieillir, sur l'aménagement de salles de bain, sur de l'aménagement d'aide en général, qui n'étaient pas aussi optimales il y a 10-15 ans. Donc, je pense qu'on va quand même vers une optimisation du bien vieillir à domicile, et il n'est jamais trop tard pour se préparer à bien vieillir. Il est trop tard pour préparer sa retraite, pas pour bien vieillir. D'accord. Donc en fait, et alors, si moi je vois ça comme ça, c'est en fait, plus on commence tôt, plus je vais pouvoir préparer et augmenter mes revenus à la retraite. Et plus je commence tard, plus ça va être des solutions pour réduire les coûts que C'est j'aurai à la retraite. un peu ça. Un peu ça. Mais voilà, une fois encore, c'est tout à chacun d'avoir ses revenus. Il y a certaines personnes ont une petite retraite, mais ont un capital immobilier. D'autres n'ont rien, ont une petite retraite et n'ont pas beaucoup de solutions. Et dans ces cas-là, c'est là où le plafond et le matelas social rentrent en jeu en France. C'est-à-dire qu'on a vraiment énormément d'aides. Hein. Et ça, il faut vraiment que les seniors qui sont en situation de petite retraite aillent se renseigner à la fois sur les solutions nationales et locales, parce qu'aujourd'hui, je crois vraiment que c'est une des priorités du gouvernement. Et d'ailleurs, la branche qui est en train d'être lancée par le gouvernement sur la dépendance et les personnes très, très dépendantes, c'est vraiment une action qui est forte au niveau du gouvernement. D'accord. Le client, qu'on comprenne par rapport, un peu de pub pour retraite.com, le client type de retraite.com, il a quel profil? Alors j'imagine qu'il n'est pas trop âgé. Alors, j'aimerais qu'il soit plus jeune ou plus vieux. Il n'y a pas de profil. Nous, on a un profil très, très large. C'est que j'ai des personnes qui viennent à 30 ans et j'ai des personnes qui viennent à 78 ans. La moyenne des profils que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui ont 50-60 ans, qui sont à la fois à la limite de commencer, enfin, pour moi, j'imagine que c'est trop tard et la réforme des retraites va être importante, hein, pour vraiment mettre en exergue auprès des Français que préparer sa retraite, c'est la préparer aussi à 40 ans. Après, et ce n'est pas du tout à charge, on est dans un système de retraite qui est très, très complexe en France. C'est-à-dire que moi, ça fait 3 ans que je travaille vraiment à fond sur la retraite. Aujourd'hui, vous avez 42 régimes. Sur chacun des régimes, vous avez des spécificités. Et ce qui est vrai, par exemple, pour la retraite des notaires, va être fausse pour la retraite des clercs de notaire. Et aujourd'hui, le fait d'avoir 42 régimes fait qu'il y a des sparadraps partout dans chacune des caisses de retraite. Et c'est très, très compliqué d'avoir une valeur estimative du montant de sa retraite. Et j'ai été assez étonné aujourd'hui de la réforme des retraites et de tous les éléments contre cette réforme des retraites, qui est certainement pas parfaite. Mais aujourd'hui, la réforme des retraites vue par le gouvernement, c'est quoi? C'est se dire aujourd'hui, que je sois ministre, fonctionnaire, notaire, salarié ou indépendant, je cotise 1 euro, et ben je cotise la même chose, quel que soit mon statut. Et ça, je pense que c'est une énorme avancée sociale pour tout le monde. C'est tirer vers le haut la retraite des femmes. C'est qui aujourd'hui sont très, très pénalisées à double titre. C'est-à-dire que non seulement elles ont une petite retraite, et notamment les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui, c'est les personnes, notamment les femmes, c'est des femmes qui ont consacré leur carrière plutôt à leur vie familiale plutôt qu'à leur carrière professionnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où la femme a une vraie activité et est égale de l'homme. En tout cas, on tente au maximum d'avoir une équivalence. Et aujourd'hui, les femmes ont à la fois des très petites retraites
et en plus en général vivent plus âgées. Donc elles ont un peu la double peine de devoir vivre plus longtemps et donc d'avoir une dépendance par rapport à la vieillesse qui va être accrue. Voilà, à 88, 90 ans, il y a beaucoup de femmes qui ont 88, 90 ans qui sont veuves et qui du coup ont une petite retraite. Donc c'est un peu la double peine. Et ce qu'on souhaite sur retraite.com, c'est vraiment les accompagner à la fois le plus tôt possible pour la préparation de leur retraite et le plus tard possible sur des solutions pour bien vieillir. Donc on a un spectre très très large. Et donc en fait, si j'ai 58 ans, je vais sur retraite.com pour améliorer ma retraite, c'est pas possible. Vous allez me répondre. Non, si, il y a encore des solutions. C'est-à-dire que ça va être plus compliqué si vous venez à 58 ans, si vous venez à 40 ans. Il existe bien évidemment de nombreuses solutions. Et aujourd'hui, les solutions sont à la fois capitalistiques, c'est-à-dire que vous avez des solutions d'assurance vie, de PER. Il y a des solutions qui permettent d'épargner en préparant, quand vous payez de l'impôt. Il y a notamment le PER, qui est, je crois, une réelle réussite, une avancée pour l'épargne retraite. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez de nombreuses solutions. Vous aviez le PERP, le Madelin, le PERCO. Personne savait exactement. Peu de personnes comprenaient vraiment l'ensemble des éléments. Et en plus, vous ne pouviez pas sortir en capital, c'est-à-dire que vous mettiez de l'argent tous les mois et vous ne pouviez pas avoir le gain de ce capital à la retraite, c'est-à-dire que les 32 393 euros que vous avez épargnés pendant 15 ans, vous étiez obligé de les prendre en rente. Aujourd'hui, avec le PER, non seulement vous pouvez continuer à défiscaliser et préparer votre retraite en baissant votre assiette fiscale, mais en plus, vous allez pouvoir sortir à 65 ans en capital ou en rente, ce qui est une réelle avancée. Et puis, en cas de souci, vous allez pouvoir récupérer cette épargne, soit pour l'achat d'une résidence principale, qui reste malgré tout la meilleure solution de retraite. C'est-à-dire qu'on n'en a pas toujours conscience, mais être propriétaire, c'est le premier élément important pour préparer sa retraite, puisque même si vous avez une petite retraite, mais que vous êtes propriétaire à la retraite, vous vivrez à peu près dignement. Même si vous avez une retraite de 600, 700 euros, pour manger, vous en sortirez si vous êtes propriétaire. En revanche, si vous avez ces 700 euros et que vous êtes locataire, là, ça va être très compliqué. Donc, le premier réflexe pour préparer sa retraite, c'est être propriétaire. Une fois que vous êtes propriétaire, vous avez panel de solutions, soit pour diminuer votre imposition et préparer votre retraite, soit faire sur de l'immobilier, soit sur de l'assurance vie pour protéger vos proches. Vous pouvez faire du rachat de trimestre parce qu'à 62 ans, vous estimez que vous préférez défiscaliser un peu et partir à la retraite tout de suite plutôt qu'en rachetant des trimestres. Donc voilà, il y a 8 ou 9 solutions. Et une fois encore, je ne dirais pas qu'il y a une bonne solution. La bonne solution pour la retraite, c'est la diversification à partir du moment où vous êtes propriétaire. C'est-à-dire que le seul objectif à avoir, c'est être propriétaire à la retraite. Et ça, une fois que vous êtes propriétaire, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Si vous êtes déjà propriétaire, il existe 8, 9 solutions qui vont de l'assurance vie, le PER, la défiscalisation immobilière, le rachat de trimestre, le livret, parce que le livret reste une solution qui permet aussi, en cas de coup dur, d'avoir une flexibilité. Donc, voilà, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de dire aux Français que la préparation de la retraite, elle se fait très tôt, quitte à mettre 20, 30 euros par mois. Mais plus vous y préparez tôt, plus vous avez une chance d'avoir une retraite digne pour avoir un capital qui vous permettra de vivre dignement après. D'accord. Retraite.com, est-ce qu'on peut rentrer plus précisément sur comment est-ce que vous m'aidez à faire tout cela? Je n'ai pas entendu, ça a coupé. Comment est-ce que vous m'aidez à préparer ma retraite et à vivre dignement, concrètement? Alors, pour préparer votre retraite, aujourd'hui, on a mis en place un simulateur qui, de manière totalement gratuite et en 3 minutes, vous permet d'avoir une estimation de votre retraite. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous faites un petit formulaire sur lequel on va vous poser quelques questions qui sont légitimes pour avoir le montant de votre retraite. Et on va vous dire, voilà, aujourd'hui, votre retraite à l'âge légal sera de 883 euros. À l'âge à taux plein, elle sera de 1138 euros, soit une baisse par rapport à votre dernier salaire de 36, 40, 45%. Et en fonction, donc ça vous permet déjà d'avoir une visualisation de l'âge à partir duquel vous pourrez partir à la retraite à l'âge légal et à taux plein. Et puis derrière, on vous apporte les solutions. C'est-à-dire que c'est très bien de savoir c'est déjà bien de savoir qu'on perdra 30, 40, 45% de son dernier salaire, sauf que si derrière on n'apporte pas les solutions, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on a monté en parallèle un outil d'aide à la décision qui, en fonction de 3 critères, va permettre de vous présenter le podium des 3 meilleures solutions d'épargne. Une fois encore, je ne pense pas qu'il y ait une bonne solution d'épargne, mais il y en a plusieurs. Et cet outil, on l'a fait par rapport à 3 éléments. Clairement, si vous venez, vous avez 20 ans,
on ne vous proposera pas les mêmes solutions d'épargne à 20 ans ou à 60 ans, puisque vous n'avez pas la même notion de risque. Voilà. Si vous êtes salarié, fonctionnaire ou indépendant, vous n'aurez pas les mêmes solutions, puisqu'il y a des solutions qui sont dédiées plutôt aux indépendants, plutôt aux salariés ou aux fonctionnaires. Et puis, si vous payez de l'impôt ou si vous ne payez pas d'impôt, on ne vous proposera pas les mêmes solutions. Donc, ce podium qu'on présente, c'est on essaie d'aiguiller l'internaute en disant, voilà, le prérequis, vous l'avez. Vous savez aujourd'hui, vous avez une estimation de l'âge à partir duquel vous partirez à la retraite et le montant. Et voilà les préconisations de produits qu'on vous présente. Donc, on essaie d'apporter une visibilité la plus transparente possible pour aiguiller l'internaute sur la préparation de sa retraite. D'accord. Et derrière, pour chacune des solutions qu'on présente, on a un comparateur de 5 ou 6 partenaires qu'on essaie d'élargir au maximum, à la fois des partenaires en ligne et des partenaires traditionnels. D'accord. Un mot de conclusion sur vieillir dignement. Disons que c'est une fois encore un élément qui est important, puisque tôt ou tard, on espère tous vieillir et bien vieillir. Et je pense qu'en situation de crise comme on a actuellement, c'est peut-être un élément important pour avoir une visibilité. C'est-à-dire que malheureusement, quand on a 20 ans, on se croit invincible, et ce qui est vrai. Hein, et puis plus on avance avec l'âge, et j'en suis le premier exemple, plus on se rend compte que finalement, les petits pépins de santé, ça peut arriver. Et plus on s'y prépare tôt, et mieux c'est. L'idée, ce n'est pas de prendre des services pour les prendre, mais en tout cas d'avoir une visibilité et de se dire qu'à un moment ou à un autre, on sera certainement confronté à des soucis. Et préparer sa retraite, d'une part, et préparer le bien vieillir, c'est aussi protéger sa famille. C'est-à-dire que malheureusement, quand on commence à bien vieillir et être dépendant, et c'est là où le bien vieillir a tout son sens, c'est continuer à avoir une vie familiale, parce que globalement, moi je vois sur le site, c'est souvent des aidants de personnes âgées, des gens qui ont 50, 55 ans, qui sont eux-mêmes enfants ou petits-enfants de gens qui ont 70, 80 ans. Et préparer le bien vieillir, c'est aussi préparer la dernière phase de vie qu'on va avoir avec ses enfants, ses petits-enfants, et le faire le plus dignement possible, c'est important. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, en tout cas, on a à la fois beaucoup de solutions réelles sur l'aspect physique de bien vieillir. On a beaucoup de prestataires aujourd'hui qui permettent de proposer des solutions qui sont très accompagnantes. Et puis, on a une couverture et un matelas social qu'il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas oublier qu'en France, on a le droit d'être malade. C'est un élément qui paraît assez simple, mais j'étais encore il y a peu de temps avec une personne aux États-Unis qui, contrairement là-bas, me disait, en France, vous avez beaucoup de chance, vous avez le droit d'être malade. Et ça m'a marqué, puisque je vais prendre un exemple, hein, mais vous allez faire une radio aux États-Unis, c'est $800 ou $900. Vous faites une prise de sang, c'est $600. Aujourd'hui, non seulement on a la chance d'être accompagné par les meilleurs spécialistes, mais en plus on a la sécurité sociale, on a le droit d'être malade. Alors ça ne fait pas une fin en soi, mais malgré tout, on oublie souvent la chance qu'on a d'être dans un pays où on a une couverture sociale, et la crise du Covid, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un personnel de santé qui est toujours présent et qui fait un maximum pour qu'on vive dignement et qu'on ait même hospitalisé, qu'on puisse le faire. Super, merci Ludovic Herschikowicz, Merci. fondateur d'ici retraite.com. Merci beaucoup. Merci.